Salut à tous et bienvenue sur Entre Jeux Studio. Le vendredi dernier, nous étions en live sur Twitch et YouTube pour jouer à Age of Sigmar. D'ailleurs, vous étiez super nombreux à nous suivre en direct, ça fait super plaisir, donc un grand merci à vous. J'en profite pour vous rappeler que nous sommes en live tous les vendredis à 21 h sur Twitch et YouTube pour jouer à Age of Sigmar. Le live était trop bien, la partie était super équilibrée et ça nous emmenait jusqu'au round 5 pour pouvoir nous départager. Mais du coup, le live a duré un peu longtemps. Je pense que tout le monde ne sera pas forcément motivé pour regarder un replay de plus de 5 heures, donc je me suis dit je pourrais essayer de vous faire un petit résumé en 15 minutes. Mais d'abord, je vais commencer par remercier notre partenaire MaxiRev qui nous aide énormément pour nos lives Age of Sigmar. Et sur sa boutique, vous bénéficiez de moins 15% sur tous les produits Games Workshop, ainsi que des starters Age of Sigmar à 90 € au lieu de 110, donc n'hésitez pas. Et je voulais aussi en profiter pour remercier Waramateur et Penelope Gaming qui nous ont fait de très gros raids dans la soirée. Un grand merci à vous deux. Et maintenant, place au résumé. On va commencer par la présentation des listes. Première armée, ce sera la mienne, les Osiark Bone Reaper. Je les jouerai en Mortis Praetorian, ça me permettra de faire une charge en réaction d'une charge adverse. Mon général sera un Soul Mason, et il aura le trait de commandement d'Arc Acolyte. Ça permettra que le premier sort du domaine de sorcellerie osien qu'il réussira à lancer soit non dissipable. Il sera accompagné d'un Bone Shaper, d'un Ossifector et d'un Liège Cavalos. L'Ossifector aura l'artefact Cartouche Gotizar, ça permettra de donner un +1 au jet de blessure à toutes les unités Osiark à 9 pouces de lui. Nous retrouverons en ligne 2 unités de Mortec Guard, une de 10 et une de 20, une unité de 5 Cavalos et 2 unités de 3 Stalkers. A côté, nous aurons aussi une unité de 2 Morghast ainsi qu'un Gotizar. Ma grande stratégie sera Spellcasting Savant, mon Soul Mason devra donc rester en vie à la fin de la bataille. Nico, mon adversaire, jouera une armée de Séraphon, avec l'allégeance Starborn et la sous-allégeance Fang of Sotek. Le général de l'armée sera un Slann, il aura comme trait de commandement Vaste Intellect, qui lui permettra de connaître 2 sorts supplémentaires de son domaine. Il aura aussi l'artefact Orbe de délocalisation, qui permettra de se téléporter à la fin d'une phase où il aura subi des blessures. Il sera accompagné d'un Asteroid Bearer, d'un Skink Oracle sur Troglodyton, et ainsi qu'un Skink Starseer. Nous retrouverons en ligne 3 unités de 10 Skink, une unité de 10 Saurus, une unité de 5 Saurus Guard, et une unité de 5 Raptadon. On aura aussi un Bastiladon en Arc of Sotek et une unité de 3 Croxigor. Et pour finir, en sort persistant, on aura le Maelstrom Malveillant. Sa grande stratégie sera Spellcasting Savant, donc lui aussi, son général devra survivre à la fin de la bataille. Nous nous affronterons sur le plan de bataille Flux de Pouvoir. Sur ce plan de bataille, il y a 4 objectifs, 2 objectifs A et 2 objectifs B. Les objectifs A sont placés dans les territoires, et les objectifs B en frontière. La particularité, c'est qu'à chaque début de round, le deuxième joueur choisit si ce sont les objectifs A ou les objectifs B qui sont activés pour marquer les points durant ce round. Et nous marquerons un point de victoire pour chaque objectif activé que nous contrôlons. De plus, on marquera aussi un point de victoire pour chaque objectif activé qu'on contrôle avec un réceptacle endantorien, mais qui n'est pas contesté par un réceptacle endantorien ennemi. On gagnera aussi un point par round si on a réussi à tuer un sorcier adverse durant le round en fait. Et c'est parti pour le premier round de bataille. Ayant fini en premier mon placement, je laisse Nico commencer. Et je choisis donc les objectifs A comme étant les objectifs actifs de ce tour. Après pas mal d'hésitation, il choisira la tactique Domination Magique. Il devra donc lancer au moins un sort durant le round et ne s'en faire dissiper aucun. Ça commencera très mal puisque le Slann fera un fiasco dès son premier lancement et prendra 3 blessures mortelles. Heureusement, le Skink Starseer lui réussira à lancer un sort qui ne sera pas dissipé. On enchaîne avec la phase de mouvement, ça va être assez rapide, Nico se contente de fortifier un peu ses défenses en cas de double tour adverse, et il en profite aussi pour se rapprocher des objectifs, pour pouvoir aller les chercher en cas de besoin pour le deuxième tour. Je vous fais un petit comparatif de avant-après la phase de mouvement, histoire que vous voyez un peu ce qui a bougé. Suite à ça, il fera quelques tirs avec ses skinks, rien de très important ici, je prendrai une blessure, donc un mort dans l'unité de 20 Mortec. Le reste sera sauvegardé. Il marquera donc 4 points de victoire, 2 pour avoir contrôlé l'objectif de son territoire avec un sorcier, endantorien, et 2 autres pour la tactique réussie. Et on enchaîne avec mon tour, et moi aussi je choisirai la tactique de bataille Domination Magique. Je choisis mon Soul Mason pour lancer mon sort, pour profiter des effets de son trait de commandement qui me protège d'une potentielle dissipation adverse. Et j'ai réussi à lancer le sort sans utiliser de dés magiques.
Même si j'ai plusieurs dés de magie à ma disposition, je préfère pas lancer d'autres sorts pour éviter une dissipation ou même un fiasco primordial. Durant la phase de mouvement, j'essaie d'avancer autant que possible toutes mes menaces. Je sais que mon armée a plusieurs forces assez importantes que Nico craint, et j'essaie de très rapidement les placer sur les objectifs au centre du champ de bataille, afin de les avoir rapidement en place pour le reste de la bataille. J'essaie de faire un maximum attention durant ma phase de mouvement à pas me placer trop près des décors, en tout cas pas mettre trop d'unités près des mêmes décors. J'essaie de les répartir un peu à droite à gauche car je sais que le décor Séraphon peut sélectionner un décor du champ de bataille et essayer de mettre des BM à toutes les unités à 3 pouces. Donc je répartis pour minimiser on va dire les dégâts que je subirai. Et rien de plus pour ce tour, mais je finirai quand même par marquer 4 points de victoire, 2 pour ma tactique, ainsi que 2 pour le contrôle d'objectif avec un sorcier. On passe au début du round 2. Je gagne à nouveau l'initiative sur le lancer de dés. Je décide de laisser à Nico le premier tour et j'active les points A à nouveau. Il choisira la tactique encercler et détruire, et il choisit donc 3 unités, 2 unités de skink et une unité de Saurus Guard. Ils devront finir leur tour entièrement à 6 pouces de 3 bords différents du champ de bataille. Il enchaîne directement avec son action héroïque où justement il profite pour téléporter l'une des 2 unités de skink directement à l'arrière de l'armée Osiark dans le camp opposé. Il convoque ensuite le sort persistant Maelstrom Malveillant. Il essaie de le placer le plus proche possible des Mortec. Il le déplacera juste après en essayant de le placer au niveau des héros Osiark. Durant la phase de mouvement, il restera majoritairement sur ses positions, tout en envoyant quand même les unités sélectionnées pour la tactique proches des bords sélectionnés. À la fin de la phase de mouvement, il invoquera 10 skinks à proximité du Slann pour protéger cette partie centrale de son armée. Et fin du round 2 pour Nico, il générera 4 points de victoire, 2 pour la tactique et 2 pour les objectifs. Pour mon round 2, je choisis la tactique entrer dans le Maelstrom. Je devrais donc charger avec un héros et une unité de ligne et rester au contact avec au moins l'une d'elles à la fin du tour. En première action, durant ma phase de héros, je décide de dissiper le sort persistant via l'action héroïque avec mon Liège Cavalos. Par contre, erreur de notre part sur ce coup, parce qu'on a fait exploser le sort. Or, le dernier errata qui est sorti en septembre concernant ce sort, précise qu'en fait, il n'explose plus lors de la dissipation. On a donc eu quelques blessures qui ont été réparties sur les unités aux Osiark, mais rien de très grave en fait pour la suite, parce qu'elles seront quasiment toutes soignées d'ici la fin du tour. Suite à ça, je lance le sort Siphonnage de vitalité sur le Bastiladon. Il aura donc -1 sur ses jets de touche et de sauvegarde. Pour finir cette phase de héros, j'utilise l'aptitude du décor Osiark sur les skinks, ça me permettra d'en tuer 3. Ensuite, j'utiliserai l'aptitude Traquer et tuer des 2 unités de Stalker, ça leur permettra de pouvoir courir et charger durant le tour, en plus d'ignorer les décors durant leur mouvement. Durant la phase de mouvement, j'avance la totalité de mes forces le plus près possible des objectifs, pour essayer de prendre le contrôle des objectifs B. Ça me permettra de les contrôler pour les prochains tours, au cas où ils soient activés. Je mets aussi mes 2 unités de Stalker et mon Liège Cavalos en position pour pouvoir effectuer ma tactique avec eux. Phase de charge, je déclare une charge avec le Cavalos et les 2 unités de Stalker. Je les réussis toutes au pouce près, puisque je fais 3 charges à 4. Et on rentre dans la phase de combat. J'active en premier les Stalkers contre le Bastiladon. Je choisis l'aspect de précision qui me donne un +1 aux dégâts. J'inflige 10 blessures au Bastiladon. Lors de la riposte, le Bastiladon tuera un Stalker. Ensuite, Nico active les skinks contre les Stalkers. Il leur inflige 2 blessures. En retour, les Stalkers tueront 7 skinks. Et pour finir, le Liège Cavalos détruit l'unité de skink qui était à l'arrière de l'armée Osiark. Fin du tour, je marque 4 points de victoire, 2 pour la tactique et 2 pour le contrôle des objectifs. Initiative du round 3 et je gagne à nouveau limite. Je décide de laisser le tour encore une fois à Nico et j'active les objectifs B. Il choisit la tactique appâter et piéger. Il devra donc désengager avec 2 unités et charger avec 2 autres unités. Durant sa phase de héros, il invoquera le Maelstrom Malveillant une nouvelle fois. Il le passera derrière la ligne des Mortec. Il lancera aussi une comète avec le Slann, ça infligera plusieurs blessures sur les héros Osiark. Pour sa phase de mouvement, il passe un peu à l'offensive. Les Saurus avancent sur l'objectif, les Raptadons se rapprochent des Stalkers qui sont au centre, et le groupe Troglodyon, Skink et Croxigore se rapproche de l'objectif, on est sûr d'attaquer autant que possible.
Il désengage aussi le Bastiladon et les Skinks qui étaient à droite afin de réussir sa tactique. Phase de charge, il commence avec une charge des Raptadons sur les Stalkers au centre. Ensuite, les Saurus chargent le Gotizar et avec un bon résultat, ils arrivent à atteindre le Soul Mason. En réaction, je déclenche une charge avec les Mortec pour me repositionner sur l'objectif et essayer de gérer la menace des Saurus qui vient quand même essayer d'attaquer mon général. De l'autre côté du plateau, les Skinks chargent l'unité de Mortec, suivis par le Troglodyon, et les Kroxigors réussissent une charge sur les Stalkers. Ça fait que toute cette partie offensive arrive à se repositionner comme il faut sur l'objectif pour attaquer les Osiarques. Phase de combat, Nico active en premier les Kroxigors. Ils infligent 7 dégâts, ce qui arrive à tuer l'un des Stalkers. À la riposte, les Kroxigors prendront 8 dégâts, et donc 2 Kroxigors seront morts. Ensuite, les Mortec n'arriveront à tuer que 3 Saurus. Et à leur tour, les Saurus feront 2 dégâts au Soul Mason, et le Gotizar, lui, en riposte, tuera un Saurus. Les Raptadons infligent 9 dégâts sur les Stalkers, ce qui en tue un et laisse l'autre avec 1 PV restant, et les Stalkers ne feront aucun dégât en riposte. Pour le combat des 10 Mortec contre le Troglodyon, il y aura 5 blessures sur le Troglodyon et 3 morts chez les Mortec. On arrive à la fin de la phase de combat, le Maelstrom explose, ça inflige des blessures sur toutes les unités aux alentours, et principalement ça tuera le dernier Stalker de l'unité au centre, et le Soul Mason, ce qui me fera rater ma grande stratégie. Fin du tour, Nico marque 4 points, 2 pour la tactique, 1 pour le contrôle d'objectif, et 1 pour avoir tué un sorcier. Début de mon tour, je choisis la tactique appâter et piéger. On enchaînera directement avec la phase de mouvement, pas grand chose à faire durant la phase de héros. J'avancerai mes Cavalos pour être en place pour le prochain round. Mon Bone Shaper et le Liège Cavaloche se placent devant les Saurus, prêts à charger. L'objectif est de charger avec le Bone Shaper afin de pouvoir le placer sur l'objectif, ça me rapportera 1 point supplémentaire à la fin du tour. De l'autre côté, je désengage avec les Stalkers et les Mortec pour accomplir la tactique. Petite précision, j'ai utilisé l'ordre reformer les rangs avec les Stalkers pour pouvoir désengager et charger durant le même tour. J'en profite aussi pour placer le Sifector sur l'objectif, toujours pour essayer de gagner un point de plus. Phase de charge, je commence avec le Bone Shaper pour pouvoir le placer sur l'objectif, et c'est réussi. Le Liège Cavalos et les Mortec chargent les Saurus aussi, histoire de pouvoir les sortir le plus vite possible. De l'autre côté, les Morghast chargent les Skinks tout en restant à plus de 3 pouces du Troglodyon, parce qu'ils peuvent se prendre une fureur monstrueuse qui pourrait tuer l'un des deux. Les Stalkers, eux, chargent le dernier Kroxigor. Phase de combat, je commence par les Morghast pour tuer le Troglodyon en priorité. À la riposte, les Skinks infligent 1 dégât sur les Morghast. De l'autre côté, le Gotizar finira l'unité de Saurus, et les Stalkers, eux, tueront le dernier Kroxigor. Fin du tour, j'ai réussi à reprendre les 2 objectifs B, avec un sorcier en tentant rien sur les 2, ce qui me fait gagner 4 points au total. J'ai réussi aussi ma tactique, donc 2 points de plus, et le fait d'avoir tué le Troglodyon me fait gagner 1 point supplémentaire, puisque c'était un sorcier. Initiative du round 4, une fois de plus je la gagne, mais cette fois je décide de prendre le premier tour. Nico du coup active les points A. Je prends la tactique piétiner l'indocile, ça m'oblige donc à faire un mouvement de charge avec mon unité de Cavalos et de rester au contact avec une unité ennemie à la fin du round. On enchaîne sur la phase de mouvement, j'avance les Cavalos afin de pouvoir charger les Saurus Guard, au centre les Mortec et le Liège Cavalos se placent devant les Raptadons, et juste en dessous, le Bone Shaper court pour se mettre sur l'objectif afin de gagner le point bonus. Ensuite je charge directement avec les Cavalos sur les Saurus Guard, le Liège et les Mortec au centre, eux, chargent le Raptadon, et à droite du plateau, les Stalkers chargent les 3 derniers Skinks. Durant la phase de combat, j'arrive à détruire 3 unités. 2 unités de Skink, celle qui était engagée avec les Morghast, puis celle qui était engagée avec les Stalkers, et l'unité de Raptadon qui était contre les Mortec et le Liège Cavalos. Sur le combat entre les Cavalos et les Saurus Guard, il y aura un mort dans chaque unité. Fin de mon tour, je marque 4 points, 2 pour la tactique qui est réussie, et 2 pour les objectifs. C'est au tour de Nico. Il choisit la tactique Résilience née du sang-froid. Il doit choisir une unité de Saurus actuellement engagée qui devra survivre à la fin du tour. Il choisit donc les Saurus Guard. Durant sa phase de héros, il téléporte le Skink Starseer via l'action héroïque, et il le place sur l'objectif A de mon territoire, à plus de 9 pouces de mon Bone Shaper. Et il lance à nouveau le sort persistant derrière mes Mortec. À la fin de la phase de mouvement, il invoquera 5 caméléons sur le Starseer et sur l'objectif, ça lui permettra d'en reprendre le contrôle. Il enchaîne avec sa phase de tir, où il tirera directement sur le Bone Shaper pour lui infliger 3 blessures. Durant la phase de charge, le Bastiladon entre au corps à corps avec les Mortec, l'objectif est d'en tuer plusieurs pour augmenter le score du sort persistant pour le faire exploser. Et juste avant de mourir, il arrivera à en tuer à peu près une dizaine, ça permet au sort d'exploser et ça tue le Bone Shaper. Et ça lui fait un tour à 7 points, 4 pour les objectifs, car les 2 sont contrôlés par des sorciers en temps rien,
2 pour la tactique et 1 pour avoir réussi à tuer un sorcier. Initiative du round 5. Nico gagne l'initiative pour la première fois de la partie et prend le tour. J'active donc les objectifs B pour l'obliger à aller bouger et aller les chercher. Il choisit la tactique effectif écrasant, il doit reprendre un objectif adverse et uniquement avec des skinks. En action héroïque, il arrive à téléporter l'Asteroid Mirror derrière l'objectif contrôlé par le Gotizar. Derrière, à la fin de sa phase de mouvement, il invoquera 10 skinks sur l'objectif, ça lui permet de prendre le contrôle et de réussir sa tactique. Il marque donc 3 points sur son tour, 1 pour l'objectif et 2 pour la tactique. Durant mon tour, je me contenterai de reprendre l'objectif avec les Mortec, et ensuite on essayait de voir si on pouvait pas essayer d'aller atteindre le Slann avec les Morghast, mais il était un peu trop protégé, donc il n'était pas accessible, et j'ai pas pu le tuer pour lui annuler sa grande stratégie. Ça me permet de marquer 5 points de victoire, 2 pour ma tactique qui sera de mettre la majorité de mon armée en dehors de mon territoire, et 3 pour les objectifs, 1 pour celui que je contrôle avec les Mortec, et 2 pour celui que je contrôle avec le Sifector. On arrive à la fin de la partie, Nico marque sa grande stratégie car son Slann n'a pas été tué, moi la mienne a déjà été ratée, ça lui fait donc 3 points supplémentaires, ça le fait monter à 25 pour les Séraphons, contre 24 pour les Osiarques, et une belle victoire Séraphon sur cette partie. Et j'espère que ce format vous aura plu. Évidemment, si vous voulez voir certaines parties de ce rapport de bataille un peu plus en détail, je vous mets le lien du replay directement dans la description. Et sur la vidéo du replay, en description, on vous a mis tous les timecodes pour accéder directement au round qui vous intéresse. J'en profite pour vous dire que depuis les 3 derniers lives, on diffuse en direct sur YouTube, et du coup les replays sont accessibles depuis cette catégorie sur notre chaîne. Donc sur ce format, je ne montre pas tout, j'ai pas raconté tous les tirs, tous les corps à corps ou tous les sorts qui ont été faits, je me suis concentré sur ceux qui avaient eu de l'importance pour le reste de la partie, mais si vous préférez que je sois plus précis sur le résumé de la partie, ou si vous voulez que je change la façon de présenter certaines infos, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je ne pense pas faire ce format pour tous nos lives, mais je vais me concentrer sur ceux qu'on a préférés ou qui ont été plus longs que les autres. Et vous pouvez aussi me dire dans les commentaires des replays de live si vous voulez la version en 15 minutes. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce et à vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine!